Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue d'Europe. Nous sommes de retour à Strasbourg et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Thierry Mariani, député du Rassemblement national au Parlement européen. Rien de nouveau, c'est un peu, Madame Loiseau, je suis désolé, ce qui me vient à l'esprit quand je lis votre rapport. Quand les conclusions de notre Parlement sur le Moyen-Orient et l'Afrique s'alignent systématiquement sur le Qatar, votre réponse est simple, des mots, pas des sanctions. Ce rapport est dans l'exacte continuité de ce que fut notre Parlement sous l'emprise qatari, fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est l'une des dernières sessions plénières, j'allais dire utiles, puisqu'on est désormais dans la dernière année avant les élections. Donc ce qui est intéressant, et on le voit bien, c'est que l'Union européenne essaie, comme d'habitude, de pousser son agenda le plus possible. Vous avez un texte qui est totalement anodin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui s'appelle la révision des clauses passerelles. Au début, vous dites que c'est un truc totalement technique. En réalité, c'est énorme. C'est la fin de la règle de l'unanimité dans certaines circonstances. Et forcément, la fin de la règle de l'unanimité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre parce que ça veut dire que les autres États peuvent imposer à la France quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Et puis, c'est le hasard, mais on a quand même l'actualité internationale où on a appris finalement que Erdogan, qui décidément, pardonnez-moi, est très fort, voilà, parce qu'il a une ligne de conduite, il pense à son pays, il ne pense pas à quelqu'un d'autre. Il semblerait que pour faire plaisir à l'OTAN, c'est-à-dire aux Américains, l'Europe, par la voix de M. Michel, qui est certainement le plus lamentable président du Conseil qu'on ait jamais eu, quoi. Je veux dire, à chaque fois, les Belges nous refilent leur personnel politique le plus mauvais. Eh bien, on apprend quand même que l'Europe se serait engagée à libéraliser les visas. On apprend aussi qu'on se serait engagé à relancer l'agenda d'adhésion de la Turquie. Ce qui veut dire que pour faire plaisir aux Américains qui veulent que la Suède rentre dans l'OTAN, l'Union européenne ouvre un peu plus ses frontières aux Turcs et va encore faire des accords pour favoriser la Turquie. Franchement, Erdogan, j'oublie pas que c'est le grand patron, si je puis dire, qui dirige au niveau des frères musulmans, enfin l'inspirateur des frères musulmans aujourd'hui, mais chapeau, parce qu'à chaque situation, il sait défendre l'intérêt de son pays. Nous, c'est dommage, on a un président de la République qui, à chaque situation, essaye de défendre sa communication. Bonsoir. Tout va bien? Bienvenue donc à cette réunion de groupe. L'ordre du jour de cette réunion de groupe ainsi que le procès verbal de la réunion précédente. Merci Président. Buonasera a tutti. 4 amendments on the ambient air quality, 25 on the COVID-19. Oui, merci Jordan. Je pense que demain, quelqu'un de notre groupe devrait prendre la parole suite à ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on a laissé une fois de plus à M. Erdogan, qui est un maître chanteur professionnel et qui a compris très bien comment on fonctionne, pour qu'il enlève son veto à l'entrée de la Suède. Il est totalement exclu qu'il ait fait par générosité et il est fort probable qu'on l'ait accepté par bêtise. Bonjour mademoiselle, bonjour. Bonjour. Oui, initialement porté par le PPE, c'est-à-dire l'Alliance européenne dont les Républicains sont membres en France. L'Alliance républicaine. L'Alliance, pardon. C'est-à-dire l'Alliance. L'Alliance européenne dont les... Non, attendez, c'est pas assez clair. Initialement porté par le PPE, c'est-à-dire ceux qui comprennent les Républicains en France. C'est-à-dire le groupe qui contient les Républicains. Voilà, c'est-à-dire le groupe dont sont membres les Républicains en France. Voilà, c'est tout plus clair. Je souhaite alerter mes amis libanais gravement et tous ceux qui aiment ce pays devant la résolution sur le Liban qui sera votée ce mercredi 12 juillet au Parlement européen. Initialement, cette résolution était portée par le PPE, c'est-à-dire en réalité le groupe dont sont membres les Républicains en France. Ce texte, en réalité, est devenu un véritable coup de couteau dans le dos des Libanais. En effet, la résolution du Parlement européen accuse le peuple libanais, je cite,
de laisser prospérer l'escalade de la rhétorique contre les réfugiés. Le Parlement européen accuserait presque l'un des peuples les plus accueillants du monde de xénophobie. Pire, il appelle au maintien, une fois de plus, des réfugiés syriens sur le sol libanais plutôt qu'à leur rapatriement en Syrie. Et d'abord, pourquoi on s'intéresse au Liban ? Il y a beaucoup de pays, vous le savez, que la France a une histoire commune avec le Liban. Le Liban et la Syrie, d'ailleurs, ont été sous mandat français pendant l'entre-deux-guerres. Et au Liban, il y avait encore une forte tradition française ces dernières années. J'hésite aujourd'hui parce que la dernière fois que j'y suis allé, je me suis aperçu que dans la rue, toutes les publicités étaient en anglais, ce qui est quand même un symbole. Avant, elles étaient en français. Et désormais, on rencontre beaucoup de responsables politiques qui s'expriment en anglais et plus en français. Et donc, en réalité, ce pays est aussi un pays qui nous est proche, un pays qui peut-être représente les menaces de demain pour la France. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le Liban, ça a été présenté pendant des dizaines d'années comme une sorte de modèle de coexistence de communautés musulmans, orthodoxes, catholiques. Et en réalité, aujourd'hui, ce modèle est en train d'exploser. Pourquoi il est en train d'exploser ? Parce qu'on voit très bien qu'il y a une communauté qui prend le dessus sur l'autre. On voit très bien que les chrétiens libanais, comme les chrétiens du Moyen-Orient, petit à petit quittent cette zone. Et c'est surtout un pays qu'on a, j'ai envie de vous dire, condamné. Et il y a 2 millions de réfugiés au Liban. Mais il n'y a normalement que 6 millions d'habitants. C'est-à-dire, imaginez qu'en France, on ait 22 millions de réfugiés. 22 millions de réfugiés. C'est inimaginable. Ça veut dire que dans le moindre village, les écoles explosent. Ça veut dire qu'on aurait une explosion de la délinquance, parce que c'est le cas au Liban. Et au Liban, c'est très clair, c'est une explosion de la délinquance qui est liée à l'afflux de réfugiés syriens qui se sont rajoutés aux réfugiés palestiniens qui sont là depuis des années. Et en réalité, aujourd'hui, la guerre en Syrie est terminée. Le gouvernement Bachar el-Assad a gagné. Je n'ai jamais pensé, contrairement à ce que certains disent, que c'était un gouvernement idéal. J'ai dit que l'intérêt de la France, c'était de ne pas avoir un gouvernement islamiste. Et au risque de vous choquer, je préfère un gouvernement autoritaire qui n'est pas un ennemi de la France qu'un gouvernement islamiste qui est l'ennemi de la France. Voilà. Vous savez, des fois, il faut choisir entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de troisième solution. Et donc, en réalité, au Liban, aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne refuse d'aider ces réfugiés s'ils retournent volontairement en Syrie. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé sur toute la ligne en Syrie. Et en réalité, on est en train de détruire ce pays. De détruire ce pays parce qu'on leur impose de garder ces réfugiés pour continuer à aider ces réfugiés. Voilà. Et donc, c'est quand même quelque chose de criminel. Alors, on s'en lave les mains en disant que c'est un gouvernement où ils sont incapables de s'entendre entre eux. Soyons honnêtes, il y a quand même une part de vrai, puisqu'on voit qu'il y a toujours beaucoup de temps pour désigner un président libanais. Le premier problème, ce sont d'abord ce nombre de réfugiés, qui est un record du monde, voilà. Et tant qu'on impose que ces réfugiés restent sur ce pays, on détruit l'équilibre. Et pourquoi, je disais, c'est ce qui menace la France ? Parce qu'on voit qu'une immigration sans limite, on en est encore heureusement extrêmement loin en France, mais une immigration sans limite, où c'est toujours plus, eh bien un jour, le pays est déstabilisé. Une nation, c'est quoi ? Un territoire, une culture, une population. On ne change pas le territoire, on change discrètement la culture, parce qu'on change la population en réalité. Voilà, et il suffit de regarder les émeutes de ces derniers jours. Bon, peut-être que M. Darmanin va nous expliquer que c'est encore les supporters anglais, mais tous ceux qui ont vu les images ont compris que il y avait quand même beaucoup de supporters anglais qui étaient certainement issus de l'immigration dans ce cas-là. This part is more than 50%? Yes, What, more than 50%. what is it here? What is the most important city here? The most important city is around Stuttgart. Stuttgart, and here? Yeah. This is around Essen and Wuppertal and all the Leverkusen, Colonia and so on. And this part is near the French border? Yes, Aachen. Ici, au Parlement européen, vous siégez au sein de plusieurs commissions. Alors, vous êtes coordinateur de votre groupe politique, donc groupe Identité et Démocratie, au sein de la Commission des Affaires étrangères. Vous siégez également au sein de la Commission du Commerce international, de l'Industrie, mais aussi la Commission Droits de l'Homme.
Mais vous êtes aussi membre de nombreuses délégations internationales, comme par exemple l'Asie centrale. Ça fait beaucoup. Alors comment est-ce que vous faites pour gérer tout cela? Parce que l'agenda, il est très serré, on le sait très bien. Quelle est votre journée type? Quelle est la journée type d'un député européen qui est aussi coordinateur en commission des affaires étrangères? On a des priorités. Moi, ma priorité, par exemple, en ce moment, c'est la commission sur le commerce international. On est dans une sorte de course folle vers le libre-échange. On a conclu un traité sur le libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il devrait être ratifié au Parlement. La Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants. On donne accès à la Nouvelle-Zélande à un marché de 450 millions d'habitants. Et vice-versa, nous, on sacrifie, si je puis dire, notre marché pour donner simplement accès à 5 millions de consommateurs. Et puis surtout, on va être inondé de produits agricoles qui viennent de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est sympathique. Moi, j'adore le rugbyman. Mais si ma mémoire est bonne, c'est à 18 000 kilomètres. À 18 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'alors qu'on nous explique qu'il faut économiser pour le réchauffement de la planète et tout, le libre-échange, en réalité, c'est conçu comme le conçoit l'Union européenne. C'est totalement opposé à tout ce qui est commerce de proximité, échange de proximité. Mais comme très souvent, l'Union européenne a des grands principes et fait le contraire. Voilà. Et donc, j'étais en Indonésie avec la commission commerce international. Il faut savoir que, par exemple, on est en discussion pour un traité avec l'Indonésie, mais qu'en réalité, tout ça est en train, heureusement, aujourd'hui, de bloquer parce qu'on n'est pas d'accord sur leur certification halal des produits. Mais l'Indonésie, c'est que 350 millions d'habitants. Et là aussi, c'est avec qui produisent à des coûts bien inférieurs à ceux de l'économie européenne. Bref, à vouloir signer des traités de libre-échange avec le monde entier, on sacrifie une partie de notre industrie, on sacrifie une partie de notre agriculture. Vous savez, ce que je retiens après 4 ans au Parlement européen, c'est que la construction européenne, telle qu'elle est vécue ici dans ce Parlement, ce n'est pas juridique, c'est religieux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Europe nous apporte le bien à sa manière. Et si vous le refusez, c'est presque louche. C'est presque que vous êtes un hérétique. Si vous refusez le bien, c'est que vous êtes le mal. On est dans un raisonnement, excusez-moi, très inquiétant. Et d'ailleurs, on le voit aussi en France. Où en France, moi j'estime que la liberté d'opinion est en train de reculer et qu'aujourd'hui, on vous explique qu'il faut censurer les réseaux sociaux. Si la haine est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que la haine? Si je dis qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est être haineux? Non, c'est dire la réalité, hélas, de ce pays. Je crois que notre groupe peut proposer, comme on l'avait fait à plusieurs reprises, un candidat pour le prix Sakharov. Mon idée est simple. C'est que, bien sûr, on n'a aucune chance de gagner. Mais on peut faire parler de nous. Je vous rappelle simplement cette phrase d'Elon Musk: la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie. Il n'y a rien de plus urgent que de le répéter auprès des institutions européennes. C'est pour ça que je vous propose de défendre sa candidature. Voilà, donc ce Parlement européen est un peu à l'image de l'Union européenne, c'est-à-dire une construction où il faut remettre les nations au centre. Parce que c'est encore les nations qui ont un cadre, j'allais dire, organisé, historique, avec des traditions dans chaque pays. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la liste de Jordan Bardella il y a 4 ans, parce que c'était celle qui, à mon avis, avec Marine Le Pen, incarnait le mieux cette conception de l'Europe des nations. Bon, allez, je passe au dossier suivant. Initiative citoyenne pour des cosmétiques sans cruauté. Eh bien, il n'y a plus de délibération, donc il n'y a plus de cruauté. Alors on passe au dossier suivant, c'est Mathilde, sur la nourriture et les additifs nitriteux. Parlons de votre parcours qui est très impressionnant puisque vous avez été élu plusieurs fois, vous avez été maire, vous étiez conseiller régional, député à l'Assemblée nationale en France, vous étiez également ministre des Transports, mais aussi le représentant spécial de la France en Afghanistan. Si vous deviez résumer votre parcours politique en 1 minute, ça donnerait quoi? Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un parcours à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai commencé comme maire d'une ville de 10 000 habitants, et qui était en plus la commune où était mon père ou ma mère, etc. Et pourquoi je dis c'est un parcours à l'ancienne? Parce que c'était une époque où on ne commençait pas une carrière par la banque Rothschild, on a commencé par le terrain et à comprendre les gens. Je pense que si M. Macron avait commencé comme maire ou comme adjoint au maire, il n'aurait pas ces réactions. Et puis après, c'est une
carrière où j'ai surtout essayé de défendre mes convictions, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour moi est primordial pour l'avenir de la France, et aussi en pensant, maintenant que j'ai des enfants, quelle France j'ai envie de leur laisser. Et je ne vous cache pas que quand je vois la France d'aujourd'hui, j'ai quelques inquiétudes, d'où le fait que j'ai rejoint le Rassemblement national, parce que je pense que c'est aujourd'hui le seul parti qui est capable, eh bien justement, de faire en sorte que notre pays existe encore dans quelques années. Pourriez-vous nous parler de 2 souvenirs les plus marquants de votre vie politique? Le plus marquant, d'abord, historiquement, c'est certainement quand j'ai été élu maire. C'est peut-être pas le plus important, mais maire de la commune, même si elle n'est pas très importante, où vous avez grandi, vous avez vos parents, c'est aussi une sorte de consécration par les siens. Et puis, je le répète, ça permet de voir exactement les préoccupations de nos concitoyens. Et ensuite, je retiens des moments dans ma campagne. Vous voyez, par exemple, je n'étais pas encore député français, mais je me souviens de la campagne pour le référendum au moment de Maastricht, où il y avait quand même... c'était une première, parce qu'on ne parlait pas de gauche, on ne parlait pas de droite, mais se retrouver côte à côte des gens comme Jean-Marie Le Pen, Charles Pasqua, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, le responsable du Parti communiste de l'époque. Tout ça a bien changé, mais où se retrouvaient côte à côte des gens qui venaient de tous les partis, mais qui se disaient en réalité quel est l'intérêt de la France. Et où par moment on peut avoir des opinions complètement divergentes sur certains points, mais avoir une même conception. Je garde un très bon souvenir de cette campagne parce que c'était une campagne désintéressée. Il n'y avait personne à élire, il y avait simplement à gagner ou à perdre, et malheureusement, comme vous le savez, on a perdu. Et puis, dans les derniers bons souvenirs, je garde par exemple ce meeting à la Mutualité quand j'ai rejoint le Rassemblement national pour les élections européennes. Voilà, parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on va être bien accueilli, mal accueilli? Une partie d'entre eux, on était face à face pendant des années. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui côte à côte parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui font qu'on peut se retrouver. Qu'est-ce que je retiens de ces longues années de vie politique? C'est que je pense qu'il ne faut pas faire de compromission sur grand-chose. Voilà. Parce qu'un jour ou l'autre, on le regrette. Et finalement, il y a eu des moments où j'ai eu des choix où j'étais un peu isolé. Et puis finalement, quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai fait les bons choix parce que c'était ce que je pensais être l'intérêt de mon pays et je le répète aussi, l'intérêt pour l'avenir de mes enfants.